9h20, toujours en direct sur TV Finance pour vous décrypter tout ce qui se passe sur la planète finance, marché et économie au sens large. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour. Bonjour. On va faire un grand coup de projecteur sur tout ce qui se passe, parce qu'il s'en passe des choses aujourd'hui pour bien comprendre aussi comment les marchés réagissent. Donc on est au mois de septembre, mois très chargé. Le Brexit, c'est pas réglé. La Grande-Bretagne et l'Union européenne ne sont pas arrivés à un accord. On a aussi les questions autour du budget italien. On l'a dit tout à l'heure, Trump versus la Chine versus le Canada. Donc septembre, mois très charnière. Oui, c'est un mois charnière. Alors ce ne sont pas des sujets nouveaux, c'est des sujets qui animent déjà les marchés depuis le début de l'année, mais ce sont des sujets qui sont récurrents et qui doivent connaître une issue. Et c'est vrai qu'on a une rentrée qui est relativement chargée parce que l'Italie, c'est bien en septembre qu'elle a communiqué son budget, et ça pour l'unité européenne, c'est un test majeur, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue monétaire également. On voit bien qu'il y a déjà une espèce de rapport de force entre les déclarations assez dures de la part des responsables italiens par rapport à la BCE, qui demande en gros toujours un soutien de la BCE sur le programme d'achat d'obligations. Et évidemment que la BCE ne va pas se presser d'apporter une réponse par rapport à ça tant que la Commission et tant que les partenaires européens ne voient pas dans quelle direction l'Italie va aller sur son budget. Donc ça, c'est sûrement des sujets les plus importants pour l'unité européenne au mois de septembre. Le Brexit, on voit que ça s'accélère. Les déclarations de Barnier récentes, Barnier dit clairement il ne faut pas un délai supplémentaire pour le Brexit, il faut un choix politique, il faut prendre des décisions, et ça c'est à nos amis britanniques de le faire. Et Theresa May d'ailleurs la semaine dernière avait dit lors d'une conférence de presse un peu impromptue, ce n'est pas la mort si on sort de l'Union européenne sans accord. Oui, c'est pas l'avis de tout le monde. C'est une stratégie de négociation très probablement, parce que rappelons quand même que Theresa May a fait campagne contre le Brexit, oui. Donc elle a hérité d'un mandat qui lui a été donné, mais elle n'est pas, c'est pas une pro-Brexit convaincue du tout. Donc effectivement il y a une posture politique qui est celle, on vous menace d'avoir le Brexit, donc trouvons une solution. Mais le risque est clairement évident, hein. Et on a vu la réaction lors du référendum des marchés, c'est une réaction très violente. Et puis le troisième élément, vous l'avez dit, c'est Trump. On a eu cet accord, cette trêve plutôt, après la rencontre Trump-Juncker. Nous on n'y croyait pas, on savait que ce ne serait pas quelque chose de pérenne vu l'attitude de Trump depuis le début de son mandat, et effectivement c'était le cas. On a eu un mois de trêve à peu près durant l'été, et puis Trump effectivement qui est rattaqué sur la partie européenne, sur la partie commerciale. Il met la Chine, l'Europe dans le même panier. Au niveau monétaire également, il accuse toutes les deux zones, Europe et Chine, de manipuler les devises. Donc voilà, ça c'est un gros sujet, parce que le pays en ligne de mire dans ces questions-là, la France un petit peu sur l'industrie automobile, mais c'est surtout évidemment l'industrie allemande qui est visée. Et on voit d'ailleurs que les indices allemands ont toujours du mal à rebondir, parce qu'il y a ce sujet qui reste en place. Et on voit que tant que Trump ne fera pas marche arrière sur la Chine, ne trouvera pas un terrain avec la Chine d'entente, il n'y a aucune raison que les marchés européens puissent repartir d'avant. Parce que le marché se dit, si Trump est dur avec la Chine, il le sera avec l'Europe. Oui. Alors on parlait de l'Italie à l'instant, le PMI manufacturier est au plus bas depuis 2 ans. Oui. Quelle est la situation exactement? L'Italie, ce n'est pas lié à la nouvelle coalition, c'est pas eux qui ont produit ces résultats économiques, mais la défiance s'est quand même accélérée depuis qu'ils sont au pouvoir, parce qu'évidemment c'est une coalition totalement atypique, un mélange de populistes et d'extrême droite. Là-dedans, vous avez des ministres qui sont plus perçus comme des techniciens, comme Tria par exemple, que le ministre de l'économie. Donc lui, c'est la voie raisonnable, j'ai envie de dire, de la voie politique raisonnable. Donc le marché, pour l'instant, sanctionne quand même l'Italie. Il suffit de voir le MIB italien, l'indice d'action, c'est un des plus mauvais depuis le début de l'année. Donc il y a quand même une défiance. Les taux italiens sont relativement tendus. Mais tant qu'on a une figure comme Tria, ministre de l'économie, qui envoie des messages plutôt de on va collaborer, on va collaborer avec l'Europe, on va s'inscrire comme budget raisonnable et autres, il fait pression sur la coalition pour que le budget soit raisonnable. Mais on voit de l'autre côté, l'extrême droite, Salvini notamment, membre de la Ligue, qui lui dit voilà, on peut arriver à 3%, à 2,9%, juste en dessous, sans qu'il y ait drame pour autant. Donc il y a des écarts de perception quand même de la majorité qui sont énormes, et c'est ce flou que le marché price avec demande une prime de risque plus importante. Il vend les actions italiennes et il vend les obligations italiennes aussi. Il faut rappeler que le spread, l'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien, il est au plus haut depuis 2013. Il faut bien se rendre compte d'un point de vue historique qu'on était monté sur des spreads de 6% à peu près sur les taux de référence 10 ans, donc italien et allemand, lors de la crise de la dette, donc en 2011-2012. On est retombé à 1% d'écart grâce à l'action de la BCE, achat d'actifs, etc. Et là on est remonté à 3%. On se réinscrit à peu près à mi-chemin, si vous voulez, entre le pic de la crise de la dette et les plus bas post-QE. Donc c'est une zone d'équilibre, justement, une zone soit on bascule du côté dangereux, soit ça retombe si effectivement l'Italie envoie un message, délivre un message rassurant. Mais il y a un vrai très gros enjeu sur l'Italie, très clairement. Oui. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que la France est au milieu de tout ça. Oui. Le Brexit en haut, oui. Les Italiens sur le côté, oui. Les Allemands pas très loin. Oui, oui. Alors nous, on est pris comme ça entre tous ces fers-là. Oui, c'est un peu compliqué. On est pris dedans, mais pour l'instant, le marché nous voit quand même plutôt bien. Regardez par exemple le CAC, hors dividende évidemment, mais il se maintient quand même pas trop mal. Le DAX, par exemple, a moins bien performé que le CAC depuis le début de l'année. L'UMI, on va en parler, l'IBEX en Espagne aussi. Donc le CAC finalement fait figure
structure d'indice relativement stable, assez consolidant depuis le début de l'année. Donc le marché, alors c'est un indice dont la composition est très différente du DAX aussi, hein, il faut comparer les compositions, mais il se tient bien. Donc et les taux français se maintiennent bien également, il n'y a pas de tension particulière. Donc pour l'instant, le marché voit toujours bien la France. Alors est-ce que c'est parce que c'est toujours l'effet de la présidence Macron, même si sa popularité intérieure est moins bonne, est-ce que le marché le perçoit toujours comme un réformateur? Je pense que oui. Et la France reste bien perçue. Voilà. Est-ce que ça veut dire en revanche que si on connaît une secousse sur l'Allemagne parce que Trump et sur l'Europe parce que Trump met la pression, le CAC ne baissera pas? Ça, je ne crois pas trop. Par contre, je pense que si le DAX commence à lâcher, il est sur des zones techniques très dangereuses de DAX. Hein, il est sur des gros supports techniques. Si le DAX commence à passer en dessous, il y a peu de raisons que le CAC reparte à là aussi. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. C'est le DAX pour moi qui est le poisson pilote sur la partie CAC DAX. Si le DAX flanche, je pense que le CAC suivra peut-être avec moins d'effet, mais suivra quand même le DAX. Ouais, et puis le CAC 40, on le disait aussi avec les autres experts qui interviennent dans cette émission, est quand même très tributaire de Wall Street. Hier, on a vu qu'il ne s'est rien passé, puisque c'était jour férié. Les marchés parisiens, c'était le calme plat. On a eu 700 millions, 730 millions de volume, donc c'est anémique. On a des volumes plus importants au mois d'août, dans la pleine première quinzaine d'août. Donc c'est inquiétant qu'on soit si tributaire et de l'Allemagne et des États-Unis. On sait que les flux globalement sur l'Europe sont ralentis, hein, et que c'est les États-Unis qui siphonnent absolument tous les flux mondiaux, les flux des émergents, les flux d'Europe. Donc il y a cet effet flux qui se mesure, et puis effectivement le sentiment que malgré le fait qu'on ait une macroéconomie qui soit propre à la France, qu'on ait des entreprises qui se comportent plutôt bien à l'international, il y a un indice qui soit assez varié avec du luxe, avec de l'automobile, oui, on a quand même le sentiment que s'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de volume autour, ben, il n'y aura pas de volume chez nous non plus. Donc effectivement c'est toujours le sentiment d'un indice un peu suiveur, mais qui a quand même une résilience bonne par rapport à ses voisins européens pour l'instant. Donc ça c'est quand même pas mal, parce que ça peut montrer aussi que la France joue aussi peut-être un rôle plus moteur qu'auparavant dans la trajectoire européenne. Je pense que c'est ça aussi que le marché achète un petit peu. Mais je ne pense pas en revanche qu'on peut avoir des surprises extraordinaires. Si le DAX est moins 10, le CAC fera pas moins 10, fera peut-être moins 4, moins 5, mais suivra quand même le DAX. Je ne peux pas imaginer qu'on ait des choses totalement décorrélées, qu'un DAX qui plongerait de 15% et un CAC qui irait chercher les 6000. Ça c'est très peu probable, sachant que sur le CAC, on a toujours des gaps qui sont présents. Des gaps, c'est trous de cotation qui ont été ouverts en mois d'avril à 5150 points. S'il y a un trou sur le DAX, le CAC ira chercher le gap. Donc ça techniquement, c'est quelque chose que le marché ira chercher si le DAX commence à passer sous ces niveaux de support. Alors on va parler également de l'Argentine, hein, que j'évoquais dans mon journal tout à l'heure, qui a pris donc des mesures d'austérité hier, qui aujourd'hui va les négocier avec le FMI. C'est loin de nous, mais est-ce qu'on doit quand même s'en inquiéter un petit peu? Ah oui, bien sûr. Alors, je veux dire, l'Europe praise déjà un peu ça. Quand vous regardez les indices européens, il y a les questions propres à l'Europe, politique, dont on vient de parler, mais il faut s'en inquiéter parce que la seule zone, il faut s'en inquiéter parce que ce sont déjà des émergents, et que la dernière fois que ça secouait sur les émergents, 2015 notamment, l'Europe a bougé aussi, et les États-Unis aussi avaient bougé à l'époque, les indices étaient partis à la baisse. Donc le dernier stress sur les émergents, tous les marchés mondiaux l'ont pris en pleine face et y ont corrigé. Alors c'était pas moins 30%, ça s'est limité à des moins 10, moins 15% sur les indices mondiaux Europe-US, mais aujourd'hui ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas un schéma similaire. C'est ça qui est inquiétant, c'est que l'Europe presse des risques, les émergents pressent évidemment des risques, il suffit de voir la tête des marchés émergents, les devises émergentes, les taux émergents, c'est vraiment très dégradé, et les seuls marchés qui résistent à ça, ce sont les marchés US. Sauf que les marchés US, c'est quoi? Ce sont des entreprises américaines qui font plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc si dans toutes les zones, vous commencez à avoir une frilosité sur les investissements, sur la consommation et autres, pourquoi les groupes américains continueraient à afficher des résultats comme ceux des trimestres précédents sans réviser les guidances? Et je pense que le danger est là, en fait. Le danger des émergents, il est aussi un danger pour la partie US, parce que pour l'instant, ils siphonnent tout, mais à un moment donné, on achète aussi des résultats. Il n'y a aucune raison de voir des groupes US, du S&P 500 notamment, continuent à surperformer comme ça à l'international, si l'international se dégrade. Et les émergents font partie de certains marchés débouchés pour des groupes du S&P. Un autre émergent d'ailleurs qui souffre, c'est la Turquie aussi. Oui, la Turquie, c'est un vrai problème politique. Il y a une partie économique, parce que la dette est effectivement notamment libellée en devises étrangères, donc ce qui rend évidemment le remboursement encore plus dangereux quand votre devise nationale s'effondre, des questions inflationnistes et autres, mais la Turquie, c'est un problème politique. Si ça s'étend sur le front politique, vous verrez que la livre turque va d'un coup accélérer à la hausse, parce que l'économie turque n'est pas une mauvaise économie. Simplement, il y a des tensions politiques fortes, et on voit bien que ces tensions, pas seulement États-Unis, Turquie. On voit bien que si l'Allemagne commence à aider la Turquie, par exemple, il y aura une intervention des États-Unis pour limiter la capacité d'intervention de la France et de l'Allemagne en Turquie. Donc, c'est vraiment un problème à trois, si vous voulez, un problème européen aussi. Et tout est lié aussi aux questions commerciales. Donc, on sent bien que la question turque va aussi être incluse dans les questions commerciales. Donc, voilà, c'est un vrai problème géopolitique et commercial, la Turquie. Et pour conclure, il nous reste encore quelques secondes. On pourrait continuer tellement c'est passionnant, mais on va parler juste de l'euro-dollar. Est-ce que la poursuite du rebond est palpable? Alors,
s'il n'y a pas de dégradation en Europe par rapport à l'Italie, il y a fort à parier que l'euro puisse rebondir en direction des 1,20 à 1,25. Donc j'ai envie de dire ça va dépendre d'Italie. Faire un pronostic aujourd'hui, c'est quasi impossible parce qu'on ne lit pas l'avenir, on ne sait pas ce qu'il y a dans le budget italien. Mais en revanche, on a eu un mouvement très marqué. On était à 1,26 en début d'année, on est tombé assez régulièrement par des accélérations plus ou moins fortes jusqu'à 1,13. Et 1,13 c'était une zone de support technique. Et sur ce support technique, on est remonté à 1,16, 1,17. Donc pour moi, tant qu'on ne reteste pas les 1,13, la zone dangereuse, moi c'est ça. Si on retombe à 1,13, là il y a danger d'accélérer, d'aller chercher l'indice. Tant qu'on est au-dessus, ça consolide. Pour l'instant, c'est pas une zone d'action forte. Je ne pense pas qu'il faille se précipiter. Et j'ai envie de dire que si on a un euro qui commence à repartir à 1,17, 1,1740, qui est une zone de résistance, là oui, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir assez rapidement vers les 1,20, 1,21. Donc pour l'instant, c'est vraiment un stand-by. On a tapé une zone basse assez forte, on rebondit, on revient dans une zone très testée par le marché auparavant. Donc c'est un test. Il faut laisser le test se faire, laisser les gros du marché faire bouger ce marché-là. Et s'il commence à ramener ça sur 1,17, 1,1740, là oui, je pense qu'on peut chercher le 1,20. Mais laisser le marché d'abord remonter sur 1,17, 1,1740 avant de commencer à bouger. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Baradez d'être venu nous parler de tout ça et de nous avoir livré de si belles analyses. Je rappelle que vous êtes justement chef analyste chez IG.